Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouvel épisode du cycle de conférences Serial Philo, des conférences philosophiques sur les séries télévisées, organisées avec les bibliothèques de Tours. C'est ce soir l'épisode 2 de la 8e saison. Il va être la conférence va être donnée par David Le Breton, que ceux qui ont déjà suivi des conférences Serial Philo connaissent bien. C'est un des chevilles ouvrières, un des artisans de ce cycle. David a beaucoup de compétences, de connaissances, et il s'est lancé dans l'étude de cette série qui a été un vrai phénomène récent. Récemment, en France, il n'y a pas eu beaucoup de séries à avoir fait autant de bruit, à avoir fait autant écrire. On voit sur les réseaux sociaux beaucoup d'articles qui passent, beaucoup de réactions, des réactions positives comme négatives d'ailleurs. Cette série, pardon, elle est assez directement philosophique si l'on considère que la psychanalyse a repris au XXe siècle l'antique tâche philosophique qui était de chercher à nous soigner, une conception donc thérapeutique de la philosophie, une sorte de médecine de l'âme. C'est comme ça qu'on pouvait penser par analogie le travail de la philosophie. Or, il se trouve que David Le Breton est spécialiste de cette question de l'aspect thérapeutique de la philosophie, notamment dans sa dimension antique, puisque on a pu, à la suite de quelqu'un qui s'appelait Pierre Hadot, soutenir que la philosophie dans l'Antiquité visait surtout et avant tout à nous aider à aller mieux, à vivre mieux, à penser mieux pour mieux penser pour mieux vivre. Donc voilà, je pense que ça va être passionnant comme à chaque fois, mais spécialement parce que là, ça concerne un domaine d'études, un champ d'études dont David est directement spécialiste. J'ai trop parlé. Je dois vous dire que c'est un travail collectif, donc fait avec nos amis de la bibliothèque des bibliothèques de Tours, et qu'ils ont réalisé comme d'habitude une bibliographie, donc un document qui sera joint sur la liste de discussion, le chat qui accompagne donc cette conférence Zoom. Donc je laisse la parole à David. Merci Hugo, j'espère que tout le monde m'entend bien et que la technique va être de notre côté, qu'on va pas avoir de difficultés entre les partages d'écran, les enregistrements, les séquences vidéo et le son. On va pouvoir commencer et puis voilà, les gens qui se connecteront un peu après nous rejoindront en cours de route. Alors, lors de notre précédente séance, sous la houlette de Hugo précisément, nous nous étions demandé ce qu'une série, et en particulier une série qui met en scène une pandémie, comme l'est The Walking Dead, peut apporter aux spectateurs. Et nous y avions trouvé, guidés par les analyses d'Hugo, outre du divertissement qui permettait éventuellement de faire passer un peu le temps plutôt figé pour certains d'un premier confinement, nous y avions trouvé des ressources pour mieux vivre, du moins pour mieux penser, mieux comprendre ce que nous vivons depuis le déclenchement de la pandémie de coronavirus. Et il m'est apparu intéressant, dans ce cadre-là, de prolonger cette thématique à travers la séance de ce soir, de le faire avec les moyens philosophiques qui sont les miens, et donc, tout comme Aurélie Palu, quand elle prend en charge des serial philo avec ses connaissances littéraires, tout comme Hugo avec ses recherches sur le cinéma et le film d'horreur épidémiologique dans le cas de The Walking Dead, ben, je vais me servir de mes propres travaux comme d'une grille de lecture et plus encore comme d'une trousse à outils pour exploiter une série télévisée dont le propos résonne sans doute de manière significative dans notre contexte. On peut penser que le succès de la série, les nombreuses réactions qu'elle a engendrées, ne sont pas étrangères à cette situation qui peut
créer un mal-être et un besoin comme ça de prise en charge, de voir des personnes réagir à leur propre mal-être. Alors, ça m'oblige ceci à vous expliquer pour commencer en deux mots, un peu plus éventuellement, en quoi consistent mes recherches dans le cadre de ma thèse. Évidemment, je risque ce faisant de me heurter, comme tout thésard, à ce que on pourrait appeler ici le syndrome de Paladru qui va nous donner l'occasion de revoir quelqu'un et de faire un petit hommage à travers cette scène-là que vous connaissez sûrement déjà pour un certain nombre d'entre vous. Et une thèse sur quoi? Sur rien. Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps, ça. Mais non, c'est les chevaliers de l'an 1000 du lac des paysans. Ah non, Odile, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Bon, bah alors vas-y, c'est quoi? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Bah, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit ça. Non. Au lac de Paladru! Mais, excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse Non, personne. J'espère que vous serez un petit peu moins dubitatif ou réticent que le personnage de Jean-Pierre Bacry dans cette séquence. Pour essayer de faire aussi simple que possible, mon propos dans ce travail, c'est le suivant. Dans l'Antiquité, la philosophie a souvent été présentée comme une possible thérapie de l'âme. Autrement dit, elle s'est vue confier la mission d'être pour l'âme ce que la médecine est pour le corps. Et mes recherches ont pour objectif de déterminer si cette manière de concevoir la philosophie est propre à l'Antiquité et s'arrête donc avec elle, ou bien s'il en reste quelque chose par la suite, et en particulier dans l'œuvre de Descartes. Vous comprendrez donc qu'une série qui porte en titre l'un des mots-clés de mon sujet, cette notion de thérapie, ne pouvait pas manquer d'attirer mon attention. Et c'est sur cette base-là donc que je vais essayer d'en proposer quelques analyses ce soir. Le propos que je vais développer, d'une certaine manière, il va s'organiser un peu comme un voyage en avion. On va avoir 3 temps, décollage, avec peut-être quelques turbulences. Je vais essayer d'apporter de la matière philosophique de façon aussi accessible que possible. Mais voilà, si jamais vous n'êtes pas du tout familier de la philosophie, ce sera normalement fait pour être entendable, mais il va falloir s'accrocher un petit peu, simplement. Ensuite, on prendra notre vitesse de croisière, on ira avec les éléments que je viens d'évoquer là, s'intéresser à la série en elle-même, avec un certain nombre d'extraits vidéo que je m'efforcerai d'examiner de près. Et puis, je ramènerai pour terminer, ça c'est l'atterrissage dans notre voyage, je ramènerai un certain nombre d'éléments philosophiques qui permettent de mettre en perspective ce qui se passe dans le cadre de cette série. Voilà donc un petit peu le programme. J'en profite pour signaler que si l'accomplissement de ce programme doit prendre, et c'est très probable, plus que 40 minutes, on a un léger doute concernant la possibilité d'une coupure de Zoom au bout de 40 minutes. Et donc, dans ce cas-là, on fera le nécessaire pour se reconnecter sur une deuxième session et ce sera reparti pour 40 minutes. Normalement, 2 fois 40 minutes, on est bon, hein, on ne va pas vous torturer beaucoup plus longtemps. Oui, je rajoute qu'il suffira d'utiliser le même lien, les mêmes codes pour se retrouver tous ensemble, au cas où cette coupure se produirait. Alors, je vais donc, à partir de là, tâcher de mobiliser non seulement mon expérience de téléspectateur, mais aussi ma formation philosophique. En revanche, je m'efforcerai de rester prudent sur la dimension proprement psychanalytique de la série. Je pense qu'il vaut mieux que je laisse de plus experts que moi en parler et essayer de faire le pari que même sans aller sur ce terrain de la théorie psychanalytique pure, j'aurai suffisamment de choses à vous dire. Alors justement, commençons avec ces analyses philosophiques et notamment cet examen du concept de théorie de thérapie, pardon, qui est central dans le cadre de notre série et de son titre.
Alors, En thérapie, c'est le titre retenu pour l'adaptation française d'une série qui est à la base une série israélienne et qui s'appelle Betty Pool, Betty Pool, je ne suis pas très sûr de la prononciation, mon hébreu n'est pas très bon. Une série qui, dans sa version américaine, s'était appelée In Treatment, repris en français sous le titre En analyse. Et donc, on voit que la version américaine prenait une autre direction pour ce qui était de la traduction, et c'est à mon avis pas anodin du tout que d'avoir voulu en effet faire en sorte de ne pas se référer à cette notion de thérapie. Et ça n'est pas anodin non plus, je pense, cette volonté de la version française de revenir au mot de thérapie, et il faut qu'on puisse en extraire la richesse. Alors quand on examine de près ce thème de la thérapie, on voit qu'il relève dans son histoire de 3 domaines distincts: le domestique, le religieux et le médical. Au niveau domestique, la thérapie désigne le service rendu par tous ceux qui, au foyer, veillent à l'entretien de la maison et de ses occupants. En tout cas, le verbe grec thérapeuo indique cette manière de contribuer à l'entretien du foyer. Et puis, il évolue vers un sens religieux qui nous renvoie au culte et aux différentes actions par lesquelles on honore les dieux auxquels on croit. Et encore ensuite, il évolue vers un cadre médical pour signifier l'action de rendre la santé à celui qui est affecté par la maladie. Malgré ces différences, on comprend que le même terme puisse s'appliquer à ces 3 domaines, parce que plusieurs points communs entre eux justifient ce recours à un seul et même mot. En premier lieu, on a à chaque fois affaire à une activité humaine, une activité qui est exercée par un être humain, même si le bénéficiaire n'est pas toujours, lui, un être humain. Le terme est utilisé, par exemple, pour parler du soin que l'on apporte à l'entretien d'une divinité, ou d'animaux, ou de la terre quand on la cultive, des objets que l'on entretient, ou bien des monuments qu'on restaure. Dans la langue grecque antique, archaïque même, c'est à peu près de cette manière-là, avec cette diversité-là, que cela se produit. Deuxièmement, dans tous ces cas de figure, on observe que se met en place une relation thérapeutique, donc, qui n'est pas une relation réciproque, mais qui est bien une relation asymétrique. Les 2 termes de la relation, celui qui agit et celui qui subit, ne sont pas à égalité. L'un se met au service de l'autre, il lui apporte par son action un bénéfice que lui-même, qui fait l'action, ne va pas retirer de cette relation. Autrement dit, celui qui soigne n'est pas soigné, et inversement. Alors, à ce stade-là, il faut quand même signaler une petite exception du sens religieux. Le terme thérapeuia, dans son sens religieux, suit une voie qui semble légèrement différente, puisque là, le rapport de force semble quand même assez nettement s'inverser. En effet, le médecin prescrit un traitement à son malade parce que celui-ci est affaibli par la maladie. Mais le croyant ne prétend pas du tout sauver son ou ses dieux d'un quelconque péril. C'est plutôt l'inverse qui est censé se produire. Il espère son salut de celui au service de qui il se met. Donc là, on a un renversement de la relation qui a un aspect paradoxal sur lequel il faudra que l'on revienne. Alors, si on se concentre sur le sens médical qui nous intéresse surtout ici, on garde juste dans un coin de notre tête cette particularité du sens religieux, eh bien, on peut se dire que très probablement, à l'origine, dans le vocabulaire médical, le terme qui était le plus employé, c'est un terme qui désigne le souci, la sollicitude, le soin. C'est le mot que je vous ai indiqué sur cette diapositive, c'est le terme épiméléia. Alors, épiméléia, c'est un terme qui est très présent dans les dialogues socratiques de Platon, donc dans les dialogues où Platon fait surtout parler Socrate, et dans ces dialogues où, comme l'Alcibiade par exemple, il est beaucoup question de prendre soin de soi ou de prendre soin de son âme. Alors prendre soin de soi et de ses proches, c'est un message qui a beaucoup été repris ces derniers temps, jusque sur les panneaux d'autoroute, on le retrouvait
C'était quelque chose qui était extrêmement commun durant notamment tout le premier confinement. Donc initialement, épimélèia désigne de façon très très large l'idée de s'occuper de quelqu'un, et c'est là-dessus que va venir se brancher notre terme de thérapie, qu'on trouve au cœur du titre de notre série. Alors ce terme d'épimélèia, on peut le comprendre de plusieurs manières. À un premier niveau déjà, il s'agit de prendre soin d'une chose ou bien d'une personne en s'y intéressant, en veillant sur elle. Donc la chose dont on prend soin, c'est celle qui occupe nos pensées, c'est celle dont on ne se détourne pas, à qui on n'est pas indifférent. Au contraire, on lui accorde notre attention. Ça désigne un état d'esprit entre la sollicitude, la vigilance. C'est la base de ce terme-là. À la fois, donc, se préoccuper de quelqu'un et être préoccupé par la situation de quelqu'un. Puis ce terme d'épiméléia, il évolue un peu pour dériver vers l'idée d'une prise en charge quasiment administrative, d'une forme de gouvernement des choses, des êtres et des institutions. On a alors un aspect un peu plus technique de la notion de souci qui apporte l'idée que la simple disposition psychologique, la volonté d'être bienveillant ne suffit pas. Il faut aussi ajouter un savoir-faire. On ne peut pas prendre soin si on ne sait pas comment prendre soin. Et il faut aussi avoir une certaine maîtrise, et notamment à ce stade-là, une maîtrise du cadre un peu plus juridique de cette affaire. Et cette dimension, elle va se retrouver encore enrichie dans un troisième temps, où là, on va se retrouver au seuil du passage entre l'épiméléia et la thérapie. C'est l'idée qu'il faut prendre soin de quelqu'un, et pour cela, s'y être préparé, s'y être formé, s'appliquer à faire le nécessaire pour le traiter, connaître par exemple la nature de son mal, la particularité du corps humain, ses relations à l'esprit. Et à partir du moment où le terme d'épiméléia est arrivé à ce stade-là dans l'histoire de la langue grecque, eh bien, on a besoin, avec une médecine qui a fait suffisamment de progrès et qui a besoin de se constituer son vocabulaire médical, on a besoin d'un mot qui va vraiment être le terme technique pour désigner cette face-là de l'activité médicale. C'est là que se présente notre terme de thérapie, l'idée que prendre soin, c'est la mise en œuvre d'un savoir-faire. Et il faut vraiment, dans ce cas-là, je pense que c'est valable dans tout usage que l'on fait en philosophie du terme qui est à l'origine de notre mot technique, la techné. La thérapie est une forme de techné. Il faut vraiment avoir en tête cette expression-là avec ces deux composantes. Savoir-faire, c'est faire, mais sur la base d'un savoir. Il ne faut pas du tout distinguer les deux. Il faut vraiment veiller à leur articulation. Et c'est donc là que la notion de thérapie, le terme grec de thérapeia, va faire son entrée en très bonne position dans le domaine médical. Alors, ce terme-là, il a lui-même suivi sa petite histoire. À l'origine, c'est un mot qui a un sens assez vague, qui permet justement d'être investi médicalement, puisqu'il est encore assez indéterminé. Ce terme-là, c'est un terme qui d'abord désigne, dans un domaine plutôt militaire, dans un domaine plutôt religieux, le substitut, la victime qu'on va substituer lors d'un sacrifice, un peu comme le cas du bouc émissaire dans la culture hébraïque. C'est celui qui tient lieu de victime dans le sacrifice. Et puis, dans un deuxième temps, ça va évoluer vers un vocabulaire plus militaire. On va retrouver ce terme-là, le serviteur, dans les œuvres d'Homère, notamment, dans les récits des batailles épiques, celui qui assure donc ce service est l'obligé d'un prince, souvent plus puissant que lui, mais l'obligé, le vassal, mais sans cette connotation très, très hiérarchique qu'on y mettra dans un système médiéval. C'est un guerrier qui sert un seigneur, mais la relation entre les deux est assez équilibrée. Elle peut même être une relation d'amitié, de respect mutuel. C'est plutôt le lien, à la limite, entre Achille et Patrocle chez Homère. La hiérarchie, elle est là, mais elle n'est pas si marquée que cela. C'est pour ça que parfois, on peut parler de compagnon, de bras droit. Le mot lieutenant est plutôt bien parce qu'on a encore cette idée de substitution que j'évoquais tout à l'heure.
mais la connotation hiérarchique est encore assez forte. Le mot ministre peut être utile dans certaines occurrences parce que, somme toute, ministre bénéficie, même s'il est au service d'eux, il bénéficie d'une certaine dignité qui permet d'atténuer cette dimension hiérarchique. Et puis, il y a un cas un peu particulier qui va faire basculer notre notion, c'est qu'à un moment, ce terme-là, de thérapeune, le serviteur, il est utilisé pour désigner ceux qui se mettent au service d'Apollon. Et Apollon, c'est assez curieux, mais c'est un dieu qui, dans la mythologie grecque, va vraiment instaurer une relation tout à fait inédite avec ses fidèles. Les autres dieux ne parlent pas d'égal à égal avec les êtres humains, il ne faut pas exagérer, mais ils peuvent élever presque jusqu'à eux un certain nombre d'humains qui sont des héros, qui sont des rois, et qui vont devenir les compagnons. On a des personnages comme ça qui, dans l'Iliade et l'Odyssée, sont appelés compagnons d'Arès, compagnons de Zeus. Pas de ça avec Apollon, pas de compagnonnage. Les serviteurs d'Apollon sentent bien que ce dieu-là est au-dessus d'eux, qu'ils doivent faire preuve d'une humilité très très marquée à son égard, et qu'ils sont plutôt là en tant que serviteurs ou officiants. On a donc le panorama de ce terme qui le prépare à intervenir dans le domaine médical, le substitut, le compagnon, le lieutenant, le ministre, l'officiant, le serviteur, tout ça permet de cerner à peu près ce terme. On pourrait, si on veut résumer, dire que le thérapeute, dans ce sens-là, c'est l'adjoint qui contribue par son action à la préservation, au rayonnement, parfois même à l'extension de la puissance de celui qu'il sert. Alors celui qu'il sert, ça peut être un dieu, ça peut être un roi, ça peut être un maître dans la situation de l'esclave. Alors, préservation, rayonnement ou extension de la puissance, le mot de puissance ici, il va nous être utile, il est important parce que ça permet de formuler exactement, pour achever cette première partie autour de cette notion de thérapie, d'achever exactement l'analyse et de voir en quoi consiste exactement l'activité thérapeutique, aussi bien pour celui qui en bénéficie que pour celui qui l'opère. La thérapie, elle présuppose finalement toujours un amoindrissement, soit déjà présent, soit possible, potentiel, de celui qu'on doit traiter. Parce qu'il a perdu la santé ou bien parce qu'il court le risque de la perdre, sa puissance d'agir peut être affectée, peut être réduite. Et dans certains cas, certes, il peut parer à cette éventualité, il peut compenser cet affaiblissement et utiliser ses propres ressources pour pouvoir revenir à son état ordinaire. C'est ce qu'on fait d'ailleurs souvent dans le domaine de la santé, que ce soit la santé physique ou psychologique. Face à un simple rhume, je ne vais pas voir un médecin, je n'utilise pas d'autres solutions thérapeutiques que mes propres défenses immunitaires. Face à un deuil, si ce deuil ne prend pas des proportions excessives, eh bien, je n'ai pas besoin forcément d'entamer une psychanalyse. Il y a bien des deuils que nous surmontons en allant chercher dans nos propres ressources psychologiques. Mais cela ne suffit pas toujours. Il y a bien des situations dans lesquelles le soigné ne peut pas rétablir lui-même sa situation. C'est soit parce qu'il n'a pas le savoir requis, il n'a pas la connaissance assez précise de la nature du corps humain, de la nature de l'esprit humain ou des interactions entre les deux, soit parce qu'il a le savoir, mais il n'en a plus le pouvoir, il n'a plus la puissance nécessaire à mettre en œuvre lui-même cette solution. Il la connaît, mais il est trop faible pour y avoir recours. Il a donc besoin que quelqu'un d'autre, qui sera donc en l'occurrence le thérapeute, puisse le faire à sa place. Voilà donc dressé le portrait philosophique de notre thérapeute issu du fond des âges de la Grèce archaïque. Le thérapeute, c'est celui qui a connaissance et qui a la puissance requise pour rétablir la santé. C'est celui qui met cette capacité et cette expertise au service d'un autre. Alors il faudrait là ajouter une toute dernière chose, c'est qu'il le fait, mais non pas pour prêter main forte de manière temporaire et puis ensuite s'effacer, laissant celui qui l'a aidé à sa faiblesse d'avant,
De ce point de vue-là, ce n'est pas le même fonctionnement que dans un cadre militaire. Quand on a des renforts militaires, quand ces renforts partent, on se retrouve aussi faible qu'avant l'arrivée des renforts. Là, il faut bien voir que le médecin, il emploie ses connaissances pour administrer au malade un traitement qui va réactiver les propres ressources, les propres forces du malade. Et ainsi, quand la thérapie s'interrompt, si elle est réussie, eh bien, elle laisse le patient non plus démuni parce que le médecin est parti, mais avec une puissance qui est totalement retrouvée. La cessation du service du médecin ne doit pas engendrer un nouvel affaiblissement du patient. Au contraire, sa puissance est restaurée, il va pouvoir poursuivre seul. De ce point de vue-là, on peut faire un parallèle avec l'éducation. Quand on éduque bien un enfant, quand on enseigne bien à un élève, bien au moment où l'éducateur, l'enseignant cesse son accompagnement, l'élève, l'enfant est prêt pour poursuivre par lui-même. Il n'est pas affaibli par le départ de celui qui a servi de tuteur. Il est assez vigoureux pour s'en sortir par lui-même. Voilà donc ce point de départ théorique. On a fini la phase de décollage. Là, on va pouvoir aborder le deuxième temps de notre présentation et reprendre un petit peu de légèreté aussi avec quelques extraits vidéo qui vont vous récompenser de l'effort intellectuel, pas énorme, mais 19h et quelques, vous avez peut-être votre journée de travail derrière vous, donc on va revenir à un petit peu plus de légèreté. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre, tout ça, à propos de notre série? Alors, il faut préciser, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu, que En thérapie, c'est une série qui met en scène l'activité professionnelle et, dans une certaine mesure, mais moindre, la vie personnelle de Philippe Dayan, incarné par Frédéric Pierrot, un psychiatre et psychanalyste. Il a les deux casquettes, c'est important. En nous faisant assister donc aux séances qui concernent 4 de ses patients et aussi à la séance de contrôle, cette sorte de débriefing qui a lieu entre Dayan et une de ses consoeurs, Esther, incarnée par Carole Bouquet. Ces gens vont mal. Par rapport à ce qu'on a dit avant sur la notion de thérapie, eh bien, ils ne sont plus capables, ils ne s'estiment plus capables de s'en sortir seuls. Et donc, ils comptent sur l'expertise et l'efficacité, le savoir et le faire, le savoir-faire de Dayan, pour redevenir capables de vivre bien par eux-mêmes après ce passage un peu difficile. Alors, pour comprendre tout ça, il me semble que la bande-annonce de la série est suffisamment bien faite et on va pouvoir en extraire pas mal d'éléments pour entamer l'analyse de la série elle-même. Je vous passe donc cette bande-annonce. Il avait mis les infos et c'est comme ça que je suis pour le Bataclan. Quand on est arrivé, on a compris que les mecs avaient des otages et on a su que ça allait être très dur. Je suis là pour avoir un avis d'expert. Ouais, je suis pas malade, quoi. Je me sens pas du tout capable d'aimer un nouvel enfant. La vérité, c'est que j'ai la trouille. Quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire et quelque chose qu'on ne veut pas dire. Mes patients, s'ils savaient ce qui se passe dans ma tête, à certains moments des séances, je pense qu'ils partiraient en courant. Et quelqu'un d'autre? Après, me dites pas que vous en êtes pas rendu compte. Et rendu compte de quoi, là? Je crains de ne pas vous suivre. Vous êtes devenu mon obsession. Je suis pas angoissé, je suis en colère. Racontez-moi. Vous voulez savoir ce qui m'empêche de dormir? C'est de savoir que quoi que je fasse, aussi entraîné que je sois, ça sert à rien, à cause des gens comme vous. On vient vous voir pour un avis professionnel et vous nous poussez au divorce. Le jour où je t'ai rencontré, j'ai fait une croix sur ma liberté. Je reviens pas de comment vous êtes chiant, mais c'est démesuré. Comment vous faites avec votre fille? Tu t'interroges sur ta famille et tu n'arrêtes pas de repartir sur les attentats. Ça y est, tu fais ta psy. Mais réveille-toi, papa. Il y a nous aussi. Je veux pas rentrer dans vos trucs de psy. Faut vous le dire comment? Va-t'en! Qu'est-ce que vous allez faire, là? Tu veux dire quoi, toi, quand tu dis con? Bah, tu le sais, c'est ce que t'es. Vous connaissez l'adage qui dit que le client a toujours raison. Nous avons tendance à penser que le patient a toujours tort. Je dois pas être très sensible à l'humour de psy, en fait. Je voudrais en effet retenir de cette bande-annonce et en extraire 3 données qui permettent de vraiment faire connaissance avec
la série. Tout d'abord les personnages, ensuite le contexte, et puis ensuite, enfin, les reproches, et même plus que les reproches, la violence qu'on voit apparaître dans cette bande-annonce et dont Dayan fait l'objet de la part d'à peu près tout le monde. C'est quand même assez remarquable. Il est le punching ball d'à peu près tous les autres personnages que l'on voit passer dans la série, et ça ne peut manquer de nous poser question. Alors, du point de vue des personnages, les voici. On retrouve dans la bande-annonce les 7 personnages principaux. Alors évidemment, donc, Philippe Dayan lui-même, le psychiatre et psychanalyste dont j'ai déjà un peu parlé tout à l'heure rapidement. Ariane, qui est chirurgienne, qui a de grands déboires dans sa vie personnelle et amoureuse, qui consulte donc tous les lundis. Adèle, qui vient juste de commencer sa psychanalyse au moment où la série débute. Adèle, qui lui est un flic de la BRI, donc une sorte de GIGN sur des situations très, très, très chaudes. Camille, Céleste Brunkel, qui est une collégienne ayant eu un accident de voiture, et on demande une expertise médicale parce qu'on se demande si elle n'aurait pas fait exprès de se jeter sur cette voiture. Est-ce qu'elle a des envies suicidaires? C'est à Dayan de l'élucider. Donc elle vient tous les mercredis. Le jeudi, c'est le jour du couple, le seul couple que Dayan accepte, alors que normalement il ne fait pas de thérapie de couple. Léonora et Damien, dans une situation assez terrible. Ils ont eu recours à la PMA, et pendant des mois, ils se sont efforcés de faire un deuxième enfant. Et quand ça marche, eh bien, Léonora a d'énormes doutes et se demande si elle ne va pas, malgré toutes les difficultés traversées, se faire avorter. Et puis le vendredi, c'est cette séance de contrôle avec Esther, incarnée par Carole Bouquet, dont je vous ai dit aussi un mot tout à l'heure. Alors la particularité de la série, c'est que chaque séance a lieu selon un rythme hebdomadaire, et c'est ce qui donne non seulement le rythme de la semaine de Dayan, mais aussi le rythme de la saison 1 de cette série, qui fonctionne par boucle. On parcourt 7 fois dans la série l'ensemble de ces 5 rendez-vous que vous voyez s'afficher ici, et ça nous fait donc les 35 épisodes de la saison, qui se répartissent à peu près comme ça. Alors il y a une exception que je n'ai pas notée ici, c'est que la dernière semaine est un peu chaotique, ça correspond aux vacances de Noël, donc c'est pas aussi rigide que ça, mais ça fonctionne en tout cas à peu près comme ça sur les 29 premiers épisodes. Ils suivent cette logique-là de part en part. Alors 35 épisodes, c'est beaucoup pour une saison d'une série. Je ne connais pas beaucoup de séries qui rivalisent avec ce nombre d'épisodes. Mais il faut savoir que ce sont des épisodes qui durent entre 20 et 25 minutes, et donc parfois un peu plus, à peine moins, je crois. Donc ça divise par 2 le nombre d'épisodes si on les regarde sur le format habituel d'une série qui généralement dure plutôt 50 minutes pour un épisode. Alors voilà pour les présentations, on va apprendre à mieux les connaître par la suite pour ceux qui ne les connaîtraient pas du tout. Je voulais aussi vous dire un mot du contexte dans lequel se déroule la série. On l'a entendu un peu dans la bande-annonce à travers des propos d'Ariane et puis d'Adèle. Les événements qui sont racontés dans la série sont des événements qui se produisent immédiatement après les attentats de Paris et de Saint-Denis. Alors, pour mémoire, ce sont des attaques terroristes qui ont eu lieu le soir du vendredi 13 novembre 2015 et qui ont visé à la fois le Stade de France, le Bataclan et plusieurs terrasses de cafés ou de restaurants à Paris, faisant 130 victimes, plus 7 décès parmi les terroristes, et plus de 400 blessés. Alors, ces attentats, ils sont présents de différentes manières dans la série. D'abord, vous le voyez, la série, l'épisode 1, il est daté du 16 novembre, et donc il est immédiatement après les attentats eux-mêmes. Il y a juste un week-end qui les sépare.
La série est d'ailleurs assez ramassée dans le temps, hein, puisque cette semaine, ça nous conduit du lundi 16 novembre 2015 au vendredi 8 janvier 2016. C'est presque une unité de temps assez théâtrale, hein, avec en plus ce huis clos qui pourrait très bien se dérouler sur la scène d'un théâtre. Et puis les attentats, ils sont aussi présents parce que l'appartement où Dayan vit et consulte est situé à proximité immédiate du Bataclan, à 200 mètres environ, dit-il à un moment. Lui-même dit n'avoir rien entendu ce soir-là, il avait pris des somnifères pour mieux dormir, mais on voit qu'il est particulièrement sensible à l'angoisse que les attentats diffusent dans toute la population, que ce soit chez lui, chez ses patients, ou même à l'échelle de la population française. Et ça va revenir assez régulièrement dans les échanges qu'il a avec Esther dans ses séances de contrôle. Deuxièmement, Ariane est chirurgienne, je l'ai dit tout à l'heure, et elle explique dès le premier épisode que le vendredi soir, elle a pris en charge, dans l'hôpital où elle travaille, des blessés du Bataclan. Le premier épisode donc se déroule 3 jours après. Et d'ailleurs, vous pourrez noter que le dernier épisode, l'épisode 35, le 8 janvier 2016, correspond au premier anniversaire des attentats de Charlie Hebdo, de l'hypercacher, de la prise d'otage de l'imprimerie de Martin Angouel. Ce sont des choses qui vraiment se situent dans la même période et dans la même ambiance. Et puis Adèle est membre de la BRI, je le disais tout à l'heure, d'une brigade qui est spécialisée dans les interventions sur des cas de prise d'otages ou d'attaques terroristes. Et il est donc intervenu pour mettre un terme à l'attaque et à la prise d'otages au Bataclan. C'est d'ailleurs la raison immédiate de sa venue chez Dayan. C'est dans la foulée de ces événements-là qu'il a commencé à éprouver un mal-être qu'il n'arrive pas à surmonter seul, même s'il est assez honteux au départ de venir pour consulter chez Dayan. Donc on voit qu'il y a d'un côté les traumatismes individuels qui motivent les consultations des patients de Dayan, et puis il y a un traumatisme collectif, et c'est peut-être de ce point de vue-là, par là qu'on rejoint le plus le contexte qui est le nôtre et dont j'ai parlé en ouverture de la soirée. Avec un contexte de pandémie, on retrouve cette angoisse diffuse qui est celle de la série, et ça pose donc la question de ce qu'une série a à dire d'une société qui a le sentiment d'aller mal, que ce soit à cause d'attentats ou bien d'une crise sanitaire, et ce qu'elle pourrait nous dire sur la manière d'aller mieux. Et donc, pour aller mieux, ces personnages, ils vont parler à Dayan, mais ce qui est frappant, je le disais tout à l'heure, c'est le troisième point que je voulais extraire de la bande-annonce, eh bien, c'est l'animosité qu'ils éprouvent tous à son égard. On pourrait s'attendre à ce qu'il lui soit reconnaissant, parce qu'après tout, Dayan, ils font la démarche d'aller le consulter, il est là pour les aider à aller mieux, mais en fait, c'est l'inverse qui se produit. Ils se défoulent, alors, tous, sans exception, contre lui. Et rien qu'à l'échelle de la bande-annonce qu'on a vue tout à l'heure, c'est déjà extrêmement présent. Sur les 2 minutes de bande-annonce, on a 30 secondes qu'on peut isoler, qui correspondent à des moments où on voit qu'il y a une crise dont Dayan est le défouloir. Si on reprend ces 30 secondes-là, on se rend compte que c'est vraiment très très net. Vous voulez savoir ce qui m'empêche de dormir? C'est de savoir que quoi que je fasse, aussi entraîné que je sois, ça sert à rien à cause des gens comme vous. On vient vous voir pour un avis professionnel et vous nous poussez au divorce. Je reviens pas de comment vous êtes chiant, mais c'est démesuré. Comment vous faites avec votre fille? Mais réveille-toi, papa. Il y a nous aussi. Je veux pas rentrer dans vos trucs de psy. Faut vous le dire comment? Va-t'en! Qu'est-ce que vous allez faire là? Les créateurs d'une série, en l'occurrence donc Eric Toledano et Olivier Nakache, ou en tout cas les adaptateurs d'une série préexistante, accordent une telle place dès la bande-annonce à ces situations de tension, eh bien ça ne peut pas être anodin, et il est important pour nous d'en saisir la portée. Alors, première chose qu'on peut en dire de cette violence
contre Dayan, puisque nous décryptons un objet qui est un objet télévisuel, on ne peut pas écarter une hypothèse qui serait que la violence a ici une fonction, on pourrait dire, narrative. Filmer une séance de thérapie, c'est forcément s'exposer au risque d'ennuyer, d'être plat, chant, contre-chant, blablabla, au revoir, merci, à la semaine prochaine. Certainement, pour les créateurs de la série, il faut se prémunir contre le caractère très statique du sujet. Alors, la brièveté des épisodes, 20-25 minutes, y contribue, ça fait sans doute partie du choix, je pense. Mais ces éclats de voix, ces moments dans lesquels on n'est pas simplement dans le récit fait par le patient, tout ça, ce sont sans doute des ponctuations qui contribuent à donner du rythme, de la vivacité, à l'image de cette scène que vous avez revue, là, où on voit Dayan jaillissant de son fauteuil et réagissant aux attaques d'Adèle ou étant chassé par Esther. Ça évite ce caractère trop statique. On avait déjà la même problématique dans la version américaine, In Treatment, comment faire pour ne pas avoir juste deux personnes qui se parlent face à face dans leur fauteuil. Et puis, on doit aussi envisager la possibilité que cette violence, elle soit tout simplement là comme la preuve d'un échec. Dayan lui-même s'interroge sur ce point. Il va mal. Sa vie personnelle tourne assez largement au fiasco. Est-ce qu'il est capable lui-même d'aider ses patients? Est-ce qu'il en a encore la puissance, pour reprendre le vocabulaire que j'ai mobilisé tout à l'heure? Si eux-mêmes ne s'en sentent pas la force, est-ce que lui n'est pas trop affaibli aussi pour pouvoir prétendre leur apporter un quelconque secours? C'est d'autant plus frappant que si on regarde bien, chaque patient correspond en fait à peu près à l'un des pans de la vie de Dayan qui est en train de s'effondrer. Par exemple, il prétend aider Damien et Léonora, mais l'infidélité avouée de sa femme est en train de menacer son couple, voire de le faire voler en éclats. Est-il le mieux placé pour conseiller un couple? Il est censé savoir accompagner une collégienne en la personne de Camille, mais il se montre incapable de remédier au mal-être de ses propres enfants et de freiner la dérive de sa fille. Il a l'audace d'affirmer à un moment qu'il est tout à fait capable de déjouer les pièges d'Ariane, de se servir de son transfert amoureux pour non pas faire obstacle à la cure, mais au contraire la mener à bien. Mais on se rend compte qu'en fait, il est totalement soumis au désir qu'il éprouve pour elle. Alors, le cas d'Adèle est peut-être un peu moins évidemment lié à ses problématiques personnelles, mais on se rend compte malgré tout qu'il y touche que tous les aspects de la vie de Dayan sont quand même un peu connectés au cas d'Adèle. C'est aussi pour cette raison que l'issue de la thérapie d'Adèle va être, à bien des égards, le désaveu le plus cruel pour Dayan. Donc il y a un échec qui pourrait bien être la source première de cette violence. Ils en veulent à Dayan de ne pas réussir, de ne pas les aider, de se montrer aussi incapables. Bon, on ne va pas non plus trop obscurcir le tableau, ni charger la mule, parce que en fait, le souci principal, quand on creuse un peu, la cause de la violence dont Dayan est la victime, c'est probablement pas son incompétence. Et pour s'en rendre compte, il peut être utile de faire la comparaison avec la version américaine, avec In Treatment, sur le point notamment de l'apport théorique dans la série. Alors je me réfère ici à l'analyse que Clotilde Leguil propose de la série In Treatment dans cette collection d'épluches qui consacre un livre à une série. Et là, elle se montre extrêmement critique vis-à-vis de la série américaine, avec donc Gabriel Byrne dans le rôle de Paul Weston, donc l'homologue de Philippe Dayan. Et elle estime qu'il y a une incompétence flagrante et une erreur de parti pris dans la série qui fait que ça révèle à la fois les limites de la série, mais aussi les limites de la version américaine de la psychanalyse, la tradition américaine de la thérapie. Alors,
cet extrait-là du livre de Clotilde Le Guil me paraît, de ce point de vue-là, le plus révélateur. Le présupposé de In Treatment est qu'il ne s'y passe rien d'autre que ce qu'on y voit et entend. Ce qui se passe dans une séance peut donc se montrer. En ce sens, l'idéal de transparence issu du cognitivisme, qui prétend pénétrer dans ce que le comportementaliste appelait la boîte noire, le psychisme, a déteint sur la psychanalyse. Rien n'est inaccessible, évanescent, précaire ou évasif, terme que Lacan a pu en son temps avancer à propos du concept d'inconscient. Tout est là, dans la séance, devant la caméra, posé comme de l'en-soi, pure facticité, sans mystère. Nul besoin de chercher une voie d'accès secrète à ce qui ne se sait pas de récit de rêve, pas de rencontre avec le non-sens. Dans In Treatment, l'intimité se dévoile d'un seul tenant, sans opacité. Alors, on a ici une référence au cognitivisme qui prétend explorer ce qui se passe dans le psychisme, par opposition au comportementalisme, qu'on appelle aussi le behaviorisme, qui considère que ce qu'il y a dans la tête des gens, on ne le voit jamais, on ne voit que leur comportement, que les manifestations extérieures de ce qui s'est passé à l'intérieur, et on doit essayer d'inférer à partir de ces manifestations extérieures ce qui a pu se passer dans la boîte noire pour que cela débouche sur tel comportement. Et donc, c'est cette tradition-là contre laquelle Clotilde Le Guil est extrêmement critique, expliquant qu'au fond, ça nous permet de voir ce que serait devenu la psychanalyse en France si l'apport théorique de Freud n'avait pas été repris, relancé et complété par quelqu'un comme Jacques Lacan. Et alors, ce qui est très frappant, en fait, quand on regarde la série, c'est qu'on a vraiment le sentiment que Nakache et Toledano ont lu ces lignes, ont pris des notes, ont acté l'insuffisance de la version américaine sur le plan théorique et ont fait le nécessaire pour ne pas reproduire ce défaut. Et c'est d'autant plus important que, de ce point de vue-là, l'histoire de la France avec la psychanalyse n'est pas la même que l'histoire des États-Unis. En France, on a un rapport bien plus favorable à la théorie psychanalytique. Il y a des critiques, mais il y a aussi de farouches partisans de cette théorie. Et donc, on a dans l'auditoire français, sans doute, un terrain plus favorable à ce socle théorique qui est celui de Freud, de Lacan, de Jung. Et c'est ce qu'on voit apparaître. C'est beaucoup plus présent, me semble-t-il, dans la version française que dans la version américaine. Alors, évidemment, ça apparaît d'abord dans les séances de contrôle de Dayan avec Esther, parce qu'à ce moment-là, il parle entre collègues. Donc, c'est plus propice à des exposés techniques. C'est, par exemple, ce que l'on voit dans cet extrait, qui d'ailleurs est présent dans la bande-annonce vue tout à l'heure. Tu sais, juste après les attentats, la nuit suivante, j'ai rêvé d'une grande boucherie de banlieue dans les cités. Une sorte de hall ouvert à tout vent, avec ces types barbus, en longue blouse blanche, là, en train de découper des montagnes de viande en tout petits morceaux avec des grands couteaux. Et le plus perturbant, c'est que cette scène vient de mon enfance, à la boucherie cachère où ma grand-mère se servait rue de Lille. Toledano et Nakache sont de très bons élèves. On leur a dit « Ah, c'est dommage, dans la version américaine, il n'y avait pas de récit de rêve. » Voilà un récit de rêve. « Ah, c'est dommage, dans la version américaine, tout était dit. Il n'y avait pas de silence, il n'y avait pas de réticence, il n'y avait pas de non-dit. » C'est parti pour du non-dit. Quand j'ai eu ton appel hier, j'ai immédiatement pensé qu'il s'était passé quelque chose dans ta famille. Je m'attendais à ce que tu me parles de ça. Ah bon? Philippe, quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire et quelque chose qu'on ne veut pas dire. Et puis, cet apport théorique, il va aussi être présent dans d'autres séances, pas seulement celle avec Esther. Là, je suis une lignée qui est favorable à cette démonstration, c'est le travail que Dayan fait avec Adèle. Alors, il donne plus de clés à Adèle qu'aux autres, tout simplement parce que Adèle se montre extrêmement méfiant, demande à Dayan de faire la preuve de sa compétence.
Et donc, Dayan lui donne des clés d'interprétation pour que Adèle puisse ensuite comprendre qu'effectivement, ça marche, ça agit sur lui, ça lui donne une compréhension de sa situation qui est bien plus satisfaisante que lorsqu'il doit se débrouiller seul. C'est par exemple ce qui se passe à propos d'une photo de famille qui intrigue Adèle et qui va devenir l'élément déclencheur de la plupart de ses progrès à venir. Ce que je voulais suggérer, c'est que ce qui arrive dans ce cabinet au patient, c'est pas forcément ce à quoi il s'attend. Et même, ça lui fait pas toujours plaisir. Il y a des choses qu'on se cache à soi-même, mais ce qui est étrange, c'est qu'on les cache dans nos propres paroles, dans nos gestes, pour qu'elles soient à la fois dissimulées et exposées. Nous, les psychanalystes, ce que nous vous aidons à faire, c'est à repérer et à explorer ces choses qui se cachent sous vos yeux. Je vois pas le rapport. Alors, ce qui est assez formidable, c'est qu'au moment où toute sa gestuelle montre à quel point il essaye de cacher, alors qu'il est venu pour dire quelque chose, mais qu'il est très réticent à le dire, il explique qu'il ne voit pas le rapport et il nous démontre qu'en fait, si le rapport est manifeste. Et donc, alors je vais passer sur certains de ces points parce que avec l'heure tourne et donc je ne veux pas non plus que ça nous emmène trop loin. Mais donc dans la suite, il explique qu'il a retrouvé une photo, enfin retrouvé, elle est affichée dans le couloir dans la maison chez son père. C'est une photo qui représente Adèle et son père en Algérie, alors même qu'Adèle s'est persuadé lui-même qu'il n'a jamais mis les pieds en Algérie. Et peu à peu, on va découvrir que le massacre de sa famille paternelle est le traumatisme fondateur de toute la suite de son existence, et que cela agit comme ce que Dayan va nommer avec lui un souvenir écran, c'est-à-dire quelque chose qui à la fois se montre et qui en même temps se montre avec une telle évidence qu'on finit par oublier que c'est présent. Et donc, on a toute une suite là, des épisodes 12, 17, puis 27, qui reprennent cette progression d'Adèle vers cette prise de conscience liée à la photo. Alors, il faut aussi tout de même ajouter, par rapport à cette violence dont Dayan fait l'objet, que c'est aussi le résultat de la résistance de ces patients. Alors, il faut ici donner quelques clés complémentaires. Le phénomène initial dans la psychanalyse, on pourrait dire que c'est le refoulement. Donc, le processus qui consiste à censurer une pulsion parce qu'elle est jugée trop abjecte et que les dégâts qu'elle causerait seraient énormes du point de vue du narcissisme du sujet. Mais ce refoulement, d'un point de vue télévisuel, il ne donne pas grand-chose. Le montrer n'est pas extrêmement télégénique, pour ainsi dire. Ça se joue au cœur même du psychisme du patient. Circuler, il n'y a rien à voir. En revanche, l'autre du refoulement, son complément, la résistance, ça c'est quelque chose de plus télégénique parce que ça suppose que le patient s'oppose à son psy qui est en train de mettre le doigt sur ce qui est potentiellement la source du problème, la pulsion qui a été refoulée. Il prétend la montrer, mais justement la montrer à quelqu'un qui l'a refoulée, qui ne veut pas la voir, et qui donc lui en veut, fait diversion en se débattant, en s'en prenant au psy pour faire en sorte qu'on parle d'autre chose que de cette pulsion qu'il ne veut décidément pas voir. Et ainsi, il le traite de charlatan, de beau parleur, d'incompétent, voire de pervers à se régaler des soucis des autres. La résistance, c'est un signal, et l'agressivité devient alors une preuve, non pas de l'échec du thérapeute, mais au contraire de la pertinence de son travail. Alors, c'est ce qu'on voit dans l'activité de Dayan. Finalement, difficile de parler d'échec pour tous ces patients. Si on prend les 5 patients qu'il a, 3 individus seuls et un couple, on peut notamment dire que la thérapie de Camille, la collégienne, est un réel succès. Il n'y a pas grand-chose à y redire là-dessus, pas d'ombre au tableau véritablement.
Alors, il y a un succès, en tout cas un progrès énorme à l'issue finalement tragique, en dépit de ces progrès indéniables, avec le cas d'Adèle. Et puis, il y a une situation qui est une situation un peu incertaine, puisque dans le cas de Léonora et de Damien, on arrive à une issue, d'accord, une issue qui est acceptée par les deux parties, mais qui n'était pas véritablement l'issue prévue au départ. Il ne s'agit pas de les réconcilier et de les remettre en couple. Donc on a un semi-échec ou une demi-réussite, appelez ça comme vous voulez. Et puis, il y a un échec plus manifeste, une situation plus difficile à gérer, c'est celle d'Ariane, parce que la relation prend un tour personnel avec Philippe Dayan. L'agressivité, donc, elle n'est pas forcément un signe d'échec, et c'est même avec l'un des patients qui fait le plus grand progrès, Adèle, qu'il y a la situation la plus agressive. On le voit dans cette scène que je vous montre ici, où il y a un véritable déballage d'Adèle contre Philippe Dayan. C'est parce qu'Ariane n'arrêtait pas de parler de vous que j'ai eu envie d'en savoir plus. Au début, ça m'emmerdait un peu, cette admiration de Midinette. Là, je voulais en savoir un petit peu plus. C'est facile, hein. Vous savez, Internet, quelques clics, on peut en apprendre beaucoup sur les gens. Je tape, tac, et tout d'un coup, je tombe sur une photo de votre fille, avec une bande de voyous, à moitié à poil. Vous laissez faire ça? C'est le genre de père que vous êtes? Remarque, comme fils, c'est pas beaucoup mieux. Votre père, là, dans un EHPAD minable. Vous vous donnez bonne conscience parce que vous payez, mais vous allez jamais le voir. Vous savez comment ils sont traités, les vieux, dans ces établissements, surtout ceux qui perdent la boule? Je vous vois, monsieur Dayan. Et ce que je vois, c'est pas beau. Alors, pour achever ce propos sur la question de l'agressivité et du potentiel échec, pas si net que ça, hein, de Dayan, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le générique de la série. Vous avez déjà eu l'occasion de le faire sur d'autres séries. Je pense que les génériques méritent d'être travaillés. Ils sont souvent soigneusement élaborés pour donner une bonne idée de ce que c'est que cette série. Et en plus, là, le générique est très bref. On se le remet en mémoire et après, j'essaye de le disséquer, pour ainsi dire. C'est un très beau générique, je trouve. Parfois, je suis assez sceptique, mais là, je trouve qu'il est bien réussi, tant du point de vue de l'image que du point de vue de la bande-son. On a une série d'images dont on pourrait dire que ce sont des images d'archives, hein, si on en juge par leur aspect vieilli, un peu Super 8. Des images d'enfants, des images d'enfance, avec des fêtes de famille, un mariage. Apparemment, aucune ne met en scène et ne prétend mettre en scène les personnages de la série. Elles ne nous parlent pas de leur passé. Ces images sont plutôt là pour insuffler une atmosphère. Et on les associe de ce fait assez facilement à des souvenirs. En plus, la musique les nimbe d'une sorte de nostalgie. On peut penser qu'elles sont là pour évoquer une sorte de paradis perdu. C'est à la fois doux et tout de même un peu douloureux, ce genre d'image. Doux parce qu'on aime avoir l'occasion de les revoir. Douloureux parce que quand on est confronté à ses propres images, à un titre personnel, on mesure aussi que tout ce qu'on voit sur ces photos ou dans ces vieux films est englouti dans un passé irrémédiablement perdu. Et quand on regarde bien, on se rend compte que dans le générique, il y a un trait blanc, comme un fil, avec l'épaisseur d'un fil de laine presque, qui danse devant les images. Et à la fin du générique, lorsque les archives, les images en Super 8 ont cessé de défiler, elles laissent place à un écran noir. Le fil blanc se tend. C'est ce que vous voyez sur la partie du haut de mon écran, là. Le fil blanc se tend
et puis il s'étiole, et il finit même par se casser. Les deux moitiés restantes s'éloignent, ça c'est l'image au centre de l'écran actuellement. Elles sortent de l'écran chacune par un côté. Et puis finalement, il ne reste plus ce fil, mais à la place, une espèce de poussière laissée par les débris qu'il a laissés en se rompant. Et c'est à partir de là, vraiment, quand ces débris entrent en scène, que le titre apparaît à notre écran. Alors, le fil, selon une iconographie qui remonte à l'Antiquité et aux trois parcs, c'est la représentation la plus commune du cours de la vie. Habituellement, la rupture du fil correspond à la mort. Dans ce cas-là, je pense qu'elle est plutôt la métaphore d'un traumatisme. Alors, ça pourrait évoquer, toujours en restant dans la thématique de la mort d'un proche ou l'angoisse de mourir, pourquoi pas. Et on remarque que ce traumatisme, cette rupture, laisse des traces, cette poussière-là qui s'étale sur l'écran. Et c'est justement la tâche du psychanalyste que de remonter le fil, si on peut dire, de reconstituer à partir de ces traces-là le traumatisme que le patient a caché, qu'il ne veut pas regarder en face, mais sans lequel on ne pourra pas progresser. La photo dont je parlais tout à l'heure, la photo dans le couloir du père d'Adèle, les comportements des uns et des autres vis-à-vis de leur entourage ou vis-à-vis de Dayan aussi, ce sont des traces de cette sorte-là. Et ces traces, elles sont parfois vives, elles sont parfois à vif, et elles font réagir du coup vivement les patients, d'où cette agressivité qu'ils peuvent déployer. Alors, ça me permet d'aborder un dernier point, un dernier temps dans ma présentation, c'est qu'au fond, il y a quand même quelque chose d'assez stupéfiant dans ce cadre-là, et c'est pas propre à la série, hein, c'est le cadre de toute psychanalyse, me semble-t-il, c'est que dans la très grande majorité des cas, le thérapeute intervient alors même que la situation de crise est déjà installée. Le fil est rompu, c'est d'une certaine manière trop tard, le mal est fait et le mal-être qui en résulte est intense. On peut donc se demander si, dans ces conditions, Dayan n'est pas tout simplement condamné à échouer. Ça y est, c'est trop tard, il ne peut plus intervenir pour réparer ce qui a été cassé. On pourrait en faire d'ailleurs une leçon à tirer de la thérapie de Damien et de Léonora. Eux qui veulent pacifier leur relation de couple et faire cesser leur conflit, ont pensé que via Dayan, un retour à la normale serait possible, mais en fait, la crise est trop grave, il est trop tard, ils vont réussir à faire cesser leur conflit, mais en se séparant, pas en se retrouvant. Damien est d'ailleurs le premier à le réaliser et à comprendre que leur réconciliation en tant que couple était finalement mission impossible. Et la question qui se pose à partir de là et qui reprend un fil qui court dans la philosophie depuis l'Antiquité et les travaux que j'évoquais tout à l'heure, c'est pourquoi ne se soucie-t-on de son équilibre psychique qu'à partir du moment où cela va mal? Pourquoi est-ce qu'on attend que les choses aient dégénéré pour agir et dire là, il va falloir que j'aille consulter? Alors, on peut ici imaginer ce que serait un autre rapport à la santé de l'âme, un autre rapport à ces pratiques du bien-être psychique. Après tout, dans la médecine, il y a des approches qui ne se consacrent pas au rétablissement d'une santé déjà perdue, mais plutôt à la préservation de la santé toujours présente. Choses comme la vaccination, la diététique, le dépistage préventif de certains cancers ou les gestes barrières. À nouveau là écho à notre situation. Est-ce que ce ne sont pas des choses qui sont mises en place avant que la situation se dégrade et qu'on soit personnellement touché? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir l'équivalent au plan psychologique d'un traitement prophylactique, préventif de ces troubles-ci? De ce point de vue-là, on serait tenté de fustiger la négligence de nos contemporains qui n'accordent pas assez d'importance à leur santé psychique, qui favorisent donc par leur délaissement l'apparition de troubles dans des situations dramatiques qu'ils finissent par rencontrer. On serait finalement tous un peu comme ces gens qui ont une mauvaise hygiène de vie parce qu'ils boivent trop, parce qu'ils fument trop, parce qu'ils mangent trop ou mal, et qui donc préparent leurs complications de santé à venir. Alors, ce n'est pas propre à nos contemporains, hein. Déjà, il y a près de 2500 ans,
Platon, dans un autre dialogue que celui que j'ai évoqué tout à l'heure, un dialogue qui s'appelle le Protagoras, mettait en scène Socrate en train de mettre en garde un jeune Athénien. Celui-ci veut devenir l'élève d'un sophiste, donc de quelqu'un qui, pour Socrate, est comme une sorte de charlatan du savoir. Et il lui disait la chose suivante. Quoi? Sais-tu seulement à quel danger tu vas exposer ton âme? S'il fallait que tu confies ton corps à quelqu'un et que tu prennes le risque qu'il se porte bien ou mal, tu y regarderais à 2 fois pour savoir s'il faut le faire ou non. Tu réunirais en conseil tes amis et tes proches, en consacrant de longues journées à l'examen. Et lorsqu'il s'agit de quelque chose qui a plus de valeur à tes yeux que ton corps, lorsqu'il s'agit de ton âme, de laquelle dépend ton sort, bonheur ou malheur, qu'elle se porte bien ou mal, tu ne consultes ni ton père, ni ton frère, ni aucun d'entre nous, tes amis, pour savoir si tu dois ou non confier ton âme à l'étranger qui vient d'arriver en ville. On peut se dire que finalement, on aurait intérêt ici à s'inspirer de ce discours que Socrate tient à son jeune interlocuteur et parler ainsi, ou Dayan devrait parler ainsi aux personnages de la série. Leur dire, toi, Adèle, qui pourtant côtoie régulièrement la violence, la mort, qui parfois même donne la mort, toi qui as affaire au pire vice de l'âme humaine, tu n'as pas jugé utile d'exercer ton âme à endurer ces épreuves, tu as entraîné ton corps, tu as préparé ton esprit à être affûté pendant une opération, mais tu ne fais rien pour être prêt à surmonter ce qui va se passer ensuite. Léonora et Damien, dont la relation a pourtant commencé par une infidélité, et qui ont fait de la violence un style dans leur rapport sexuel, eux qui savent que leurs origines sociales différentes sont source de tension, eux qui ont affronté le parcours du combattant de la PMA, pourquoi n'ont-ils pas su anticiper les difficultés de leur couple? Pourquoi sont-ils surpris que cela se dégrade entre eux? Est-ce qu'ils n'avaient pas été prévenus que ce ne serait pas facile? Et Ariane, qui, si jeune, a fait l'expérience de la dureté du monde, qui travaille dans un hôpital où chaque jour, elle est confrontée à cette dureté et à ces manifestations les plus claires. Elle qui s'est formée à opérer, à sauver des vies. Comment se fait-il qu'elle ait jamais jugé nécessaire de consolider les moyens de défense psychologique qui devraient lui permettre pourtant de ne pas être affectée par tout ce qu'elle vit à ce moment-là? Bref, à tous, on devrait dire pourquoi avoir attendu que ça aille mal et que tout soit presque irrécupérable pour vous occuper de votre équilibre psychique? Pourquoi est-ce que c'est seulement une fois que vous l'avez perdu que vous regrettez cette santé mentale, cette insouciance? Et là, on pourrait se rappeler les images un peu nostalgiques que j'ai évoquées tout à l'heure dans le générique, ce paradis perdu qu'on aimerait regagner, mais dont on dit que ça aurait quand même été plus simple de ne jamais tout simplement le quitter. Et je crois qu'à ce stade-là de nos réflexions, maintenant qu'on a passé un certain temps à examiner cette série, on devrait aussi pouvoir se dire que tout de même, avec le chemin parcouru, nous sommes assez lucides pour être un peu critiques sur cette posture-là, sur cette manière de dire pourquoi agir toujours trop tard. Est-ce que, par exemple, on peut raisonnablement dire qu'on doit chercher à retrouver un bonheur perdu? Est-ce qu'on pouvait, par exemple, éviter d'en arriver là, d'en arriver au point où on va le perdre? C'est quand même quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête. Les belles images nostalgiques du générique risquent bien d'être des souvenirs écrans, comme Dayan l'a expliqué à propos du traumatisme d'Adèle. D'ailleurs, si on se rend compte, paradis perdu, il n'y a pas pour les patients de Dayan. Tous ont rencontré d'énormes difficultés dès leur enfance et la vie semble ne pas avoir été simple ni pour les uns ni pour les autres. Camille a construit sa vie sur la douleur d'avoir vu son père s'éloigner, son père qui a voulu faire d'elle sa complice pour couvrir ses adultères, et en plus elle est confrontée aux abus de son coach. Léonora explique qu'elle a souffert d'être la petite enfant trop grosse auprès d'une sœur parfaite. Ariane a perdu sa mère et elle a été abusée par un ami de son père. Adèle a vécu le traumatisme dont je parlais tout à l'heure, du massacre de sa famille paternelle en Algérie. Donc aucun
n'a eu une existence très tranquille. Ils n'ont pas déchu, ils ne sont pas passés du paradis à l'enfer, mais ils se sont mis à y croire. Ils ont tous essayé de cacher leur fêlure derrière un décor très différent de la réalité. L'image d'un père artiste original avec lequel elle est connectée comme par magie. Et puis l'amour d'un entraîneur idéalisé ont permis à Camille de ne pas regarder la réalité en face. Adèle s'est imaginé qu'il avait passé son enfance loin de l'Algérie et de ses événements tragiques, qu'il avait grandi dans une ville française où il ne s'est pas passé grand-chose, et il décrit une existence extrêmement plate qui cache le massacre auquel il a été confronté. Ariane, au lieu de voir que quelqu'un a profité de sa jeunesse et de son insouciance, s'imagine une relation, une belle histoire d'amour avec un homme qui, avant tous les autres, avait compris que non, elle n'était pas juste la petite fille qu'elle pensait être, mais qu'elle était déjà une vraie petite femme, bien plus mûre qu'il n'y semblait. Et puis Léonora a caché ce dépit de la petite fille trop grosse derrière sa réussite professionnelle, derrière son physique désormais avantageux, et la séduction qui lui donne une maîtrise de tous les hommes qu'elle approche ou qui l'approche. Donc on se rend compte que finalement, ce serait un peu trop facile d'imaginer que les choses fonctionnent en deux temps. On vit dans une sorte de paradis enfantin, et puis tout à coup, on est balancé dans le monde violent, et on en souffre, on n'était pas prêt, donc on essaye de réparer les choses. C'est pas si simple que ça, et la question se pose vraiment de savoir si on peut éviter ce genre de déchéance. Alors, pour terminer là-dessus, je voudrais aborder un dernier thème et replonger dans les racines antiques de la réflexion que j'ai amorcée ici. C'est un thème qui est en relation avec le rapport au corps, dont j'ai dit très brièvement quelques mots. Dans la série, le corps est présenté comme ce par quoi l'esprit peut s'exprimer. Lorsque l'esprit n'est plus capable de dire ses souffrances, le corps le fait à sa place. On voit par exemple certains gestes d'Adèle, sa manie d'apporter au début des séances des objets qui viennent de l'extérieur, comme s'il ne voulait pas totalement fermer la porte du cabinet de Dayan et rester là, seul face à Dayan, à devoir parler de lui-même, comme s'il voulait avoir un objet qui puisse faire diversion, rappeler le monde extérieur, son téléphone portable, et surtout dans ce rôle-là. On voit aussi les bras cassés de Camille, qui sont un moyen pour elle de dire qu'il y a quelque chose en elle qui psychologiquement s'est cassé, et elle le manifeste en se mettant physiquement en danger. Il me semble aussi qu'elle fait de nombreuses crises d'eczéma. À un moment, elle veut montrer à Dayan que sous son pull, elle est couverte de rougeurs et de plaques. Alors sur ce thème-là, on retrouve quelque chose qui est présent déjà dans les dialogues platoniciens avec cette idée du rapport de notre âme au corps. Et c'est quelque chose qui est extrêmement riche dans le cadre de cette analyse par Platon. Alors, pour terminer, je vais prendre juste 5 minutes pour en parler, vous donner les grandes lignes de cette histoire. On ne va pas prétendre tout élucider là, c'est une thématique énorme sur laquelle on pourrait passer des heures et des heures. C'est le thème chez Platon de cette espèce de slogan qu'on appelle soma sema. Alors soma sema, ça veut dire le corps est un tombeau pour l'âme. C'est cette idée qu'au fond, on ne peut pas aller psychologiquement bien parce que notre âme se trouve dans une situation qui pour elle est intenable. Elle doit accepter de cohabiter avec un corps qui par nature lui fait du tort. Et l'image du tombeau, du corps qui est le tombeau de l'âme, serait la métaphore de ce tort que le corps fait subir à l'âme. C'est ce qu'on voit par exemple dans ce texte d'un autre dialogue de Platon qui s'appelle le Cratyle. Certains disent que c'est, le corps, le tombeau de l'âme, dans la mesure où elle y est présentement ensevelie. D'autre part, comme c'est par le corps que l'âme signifie tout ce qu'elle signifie, en ce sens aussi, il est correct de l'appeler signe, sema. Mais selon moi, c'est Socrate qui parle,
Les orphiques ont surtout établi ce nom dans l'idée que l'âme purge une peine qu'elle doit payer, et ils tiennent le corps pour une enceinte qui doit la garder, soizetai, à l'image d'une prison. Ils pensent donc que le corps est bien, comme son nom l'indique, soma, garde de l'âme, jusqu'à ce qu'elle ait payé sa dette, sans qu'il soit nécessaire de rien changer au mot, pas même une lettre, la lettre qui permettait de passer de soma à sema. Et on voit ici que finalement, c'est un peu court de dire du corps qu'il est le tombeau de l'âme et de croire que c'est une manière de le mettre en cause, de dire que c'est de sa faute si l'âme va mal. Si on examine bien la métaphore, lorsqu'un corps est porté au tombeau, c'est parce qu'il a eu un problème avant. Le tombeau n'est pas la cause de la mort de ce corps. C'est l'effet, c'est parce que ce corps est mort d'autre chose qu'il est ici placé au tombeau. Et c'est parce que donc l'âme est mise en difficulté par d'autres choses, par ce qui se passe en elle, par ses propres conflits intérieurs, qu'elle se retrouve assignée à résidence dans ce corps. C'est le temps qui lui est laissé, le temps de cette existence incarnée, pour pouvoir faire en sorte de remédier à cette imperfection en raison de laquelle elle a décliné. Ce n'est pas parce qu'elle est dans un corps qu'elle est imparfaite. C'est parce qu'elle est imparfaite qu'elle est dans un corps. D'ailleurs, les âmes parfaites des dieux, chez Platon, ne s'incarnent pas, ils n'en passent pas par cette assignation à résidence qu'on a à tort pris pour une mise au tombeau. Et même, c'est une forme de dignité pour l'âme que de se montrer capable de traverser cette épreuve, d'être dans cette citadelle qu'est le corps, et d'apprendre à prendre soin d'elle-même, puisqu'elle n'a pas su le faire précédemment. Donc voilà une amorce de réflexion à partir de ce qu'on trouve chez Platon sur les raisons pour lesquelles finalement il y a un tel mal-être et pour lesquelles on en vient à un moment à se tourner vers la psychanalyse. Ce que nous dit la philosophie antique, en guise de conclusion de mon propos d'aujourd'hui, c'est que finalement, c'est ça le rôle qui a été assigné à la philosophie, c'est par un ensemble de lectures, par un ensemble de méditations, par un ensemble d'exercices spirituels, faire en sorte de se préparer aux difficultés de l'existence, ne pas se les prendre de plein fouet, ne pas les vivre comme quelque chose qui nous abat et dont on essaye de se remettre tant bien que mal, mais avoir forgé les outils, avoir forgé les armes qui permettent de résister aux différentes intempéries de notre existence. Voilà ce que d'un point de vue philosophique, je voulais vous dire pour ce soir. J'espère que de l'autre côté de l'écran, vous êtes toujours là, que la technique ne m'a pas trahi, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, David. Je ne vais pas applaudir parce que je ne pense pas que ça va rendre grand-chose, mais le cœur y est, enfin, l'intention en tout cas. C'était vraiment très intéressant, très riche. On pourrait certainement passer des heures à repenser à toute la richesse des choses que tu as pu dire. D'autant que bon, voilà, le défi n'était pas évident, tant la série a rencontré un fort écho. Pour des raisons que notamment je pense que tu as bien exposées. On va bien sûr laisser la possibilité aux personnes qui sont toujours avec nous, hein, semble-t-il, de poser des questions, mais je vais commencer par lancer donc la séance de questions, si tu veux bien, en rebondissant sur une remarque que tu viens de faire sur cette tâche de la philosophie, une tâche prophylactique, hein, donc de nous préparer aux difficultés que nous pourrions rencontrer. Ce que tu viens de très bien de dire aussi sur le rôle que pouvait jouer une réflexion qui nous permette de mieux nous rapporter à ce qui se trouve en notre âme, mais qu'on n'a pas toujours la capacité d'exprimer. Et c'était juste une remarque
j'ai l'impression que les choix qui ont été faits par les scénaristes, hein, ça a été de nous parler de plusieurs traumatismes qui sont d'actualité en France, avec le traumatisme de l'inceste, une forme d'inceste, le traumatisme des attentats du Bataclan, le traumatisme aussi, de façon plus générale, de la rencontre de la mort. De la mort des proches, etc. Et je me demandais si on ne pourrait pas prolonger ce que tu dis de la tâche de la philosophie, analogue à la tâche de la psychanalyse, à propos des séries télévisées elles-mêmes, hein, s'il n'y aurait pas ainsi un usage thérapeutique et prophylactique de nos expériences des séries télévisées. Oui, très certainement. Et là, je vais me mettre dans le droit fil du propos que tu avais développé la dernière fois et de ce qui avait été ta conclusion, en fait. Je faisais référence aussi bien en ouverture qu'en conclusion de mon propos aux exercices spirituels qui structurent, qui, à mon sens, forment le squelette de la philosophie antique. Parmi ces exercices spirituels, l'un des mieux connus, des mieux étudiés, des plus identifiés, c'est celui de la préméditation des mots. Alors le terme est un petit peu difficile parce que ça semble indiquer qu'on est en train de préméditer un mauvais coup. En fait, la préméditation des mots, ça consiste dans la philosophie stoïcienne. C'est un exercice qui est vraiment typiquement stoïcien. Les épicuriens ne seront pas du tout d'accord avec ça. C'est un exercice qui consiste à renforcer son âme, à la consolider, en faisant en sorte de se préparer au pire. Dans les exercices spirituels, il faut bien voir que c'est un ensemble de pratiques qui doivent normalement mettre en jeu toutes les facettes de notre esprit, aussi bien les sens que la raison, la mémoire ou encore l'imagination. Et dans la préméditation des mots, c'est l'imagination qui est aux premières loges, puisqu'il s'agit par l'imagination d'inventer des situations qui n'existent pas, qui sont même plus excessives que ce qu'on s'imagine pouvoir vivre dans des circonstances ordinaires, pour s'habituer à ce genre de pensée et se préparer à réagir. Puisque l'idée des stoïciens, c'est qu'une grande part de l'effet dévastateur des circonstances tragiques qu'on vit vient de leur caractère surprenant. On est cueilli parce qu'un attentat se produit un soir où on allait simplement écouter un concert d'un groupe qu'on aime bien au Bataclan, un soir où on allait passer un petit moment en terrasse avec des amis et par effraction, le drame se produit et c'est aussi ça, cet élément de surprise, d'inattendu qui renforce la douleur, le traumatisme. Et donc, la préméditation des mots, c'est un exercice qui consiste à s'y préparer en imaginant ce que nous ferions, ce que nous penserions, ce que nous éprouverions si on en venait à vivre ce genre de choses. C'est assez compliqué dans l'abstrait de réaliser cet exercice-là, mais le fait de pouvoir le concrétiser, mettre des images dessus, piocher dans l'imagination des réalisateurs en se disant, tiens, au fond, comme dans le cas des films et des séries apocalyptiques ou post-apocalyptiques, épidémiologiques, les personnages sont dans cette situation et moi, qu'est-ce que je ferais si j'étais confronté à ça? La vie, c'est aussi fait parfois de ce genre de difficultés-là. Ça n'a pas été le cas de la mienne jusqu'à présent, mais comment je réagirais dans ces circonstances? Je crois qu'effectivement, sous l'angle notamment de cet exercice de préméditation des mots, MAUX, c'est quelque chose qui peut tout à fait intervenir et qu'on retrouvera en commun au cinéma, aux séries, au théâtre, à la littérature. Ça, c'est à mon sens quelque chose qu'on peut expérimenter quand on a un petit peu l'habitude de ces œuvres. Merci David. Alors il y a Peter qui a posé une question sur le fil. Donc je vais lire. Très bien. Alors voilà, donc la question, une question que je trouve sans réponse dans la série. Camille parle de le tuer, entre guillemets, hein, pour le tuer, en parlant de son accident.
tout comme elle passe vomir aux toilettes lors de ce même épisode. Est-ce que vous avez perçu que sa relation avec son professeur de natation aurait engendré un enfant qu'elle tente de tuer par le suicide? Est-ce que c'est une manière des réalisateurs de parler de choses sans vraiment en parler, le cas étant déjà assez grave comme ça? Alors, par principe, hein, je ne vais pas faire barrage à une interprétation, elle a son intérêt. Je ne l'ai pas perçu ainsi. Effectivement, je pense qu'il y a déjà pas mal de matière hein, dans le cas de Camille. Et puis, on sent bien que en cours de route, le travail qui est fait avec elle dévie la raison prochaine, au sens la plus proche de sa venue ici, c'est cet accident et ça met en jeu sa relation avec son coach. Mais assez rapidement, on se rend compte que les racines du mal plongent jusque dans la relation qui concerne plutôt son père et ce sentiment d'avoir été abandonné, d'avoir affaire à quelqu'un qui n'a pas assumé son rôle et qui lui a demandé à elle de jouer un rôle qui n'était pas le sien en couvrant ses infidélités. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire à l'enrichissement d'un cas et d'un personnage qui est déjà assez riche comme ça. Et puis, ce qui pourrait me retenir aussi d'une interprétation de la sorte, c'est que on risquerait d'avoir une redondance. Déjà, j'ai trouvé que dans la série, sans doute parce que ces thématiques liées au harcèlement sexuel ou à l'abus, au consentement tronqué de la part de jeunes filles trop jeunes, c'était quelque chose qui était présent à deux reprises. Hein. Il y a un parallèle quand même à faire entre la situation dont sort tout juste Camille, dans laquelle elle est même d'ailleurs encore un peu, et puis la situation que raconte Ariane et qui, elle, est beaucoup plus antérieure dans son existence. Alors, il y a cet écho entre Camille et Ariane, l'histoire d'un enfant qu'on voudrait tuer, dont on ne voudrait pas la venue. Ça aurait créé en plus un écho entre l'histoire de Camille et de Léonora et de Damien. Donc, peut-être que ce jeu de ping-pong aurait été un peu trop. Le risque serait que tous les cas se confondent et qu'à la fin, on se dise qu'au fond, tous les patients souffrent à peu près de la même chose, de la violence exercée dans leur enfance et dont ils ne guérissent pas. Ça pourrait tourner à la caricature d'une certaine manière. Il fallait que ce soit présent parce que ça correspond à quelque chose de suffisamment juste, de suffisamment vrai, mais peut-être pas le remettre de manière trop systématique, je pense. Je ne sais pas si David a accès à la réponse sur le fil. Exactement, tout à fait d'accord aussi. Je me suis fait la même réflexion, d'où le fait de ne pas avoir voulu en remettre encore une autre couche. On est d'accord. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question à poser à David? Oui, bonjour. Oui. Je voulais juste revenir sur un point que je n'ai pas tout à fait saisi au départ. Tu as parlé de l'aspect paradoxal, je crois, d'une certaine dimension de la thérapie. Et j'ai pas saisi ce que signifiait cette dimension paradoxale. Donc, je voulais juste revenir sur ce point pour un peu plus de précision. Merci. Oui, c'est le fait que initialement, en fait, la relation thérapeutique, c'est une relation qui a deux caractéristiques complémentaires. Le médecin, il a une sorte d'aplomb, d'ascendant sur le patient dans la mesure où il sait. C'est ce qui détermine d'ailleurs dans la tradition médicale jusqu'au XXe et début du XXIe siècle la dimension paternaliste de la médecine. Le médecin sait et il sait même mieux que son patient. Pour autant, le médecin est au service de son patient, il va lui rendre service, il va faire quelque chose
pour un patient qui est en état de faiblesse. Il va l'aider à aller mieux. Or, cette relation-là, lorsqu'on regarde le sens religieux du terme, elle semble s'inverser parce qu'en aucun cas, le prêtre qui contribue à rendre un culte à un dieu, les prêtresses ou les officiantes, les officiants qui contribuent à ce culte, ne peuvent prétendre rendre un quelconque service au Dieu. Que pourrait-on apporter à un être divin qui est infiniment plus parfait, plus puissant, plus intelligent que nous? Et donc c'est en ça que je parlais de paradoxe, c'est que dans un cas, la relation va du plus fort ou du plus capable vers le plus faible, le plus vulnérable, alors que dans l'autre, dans le cas de la religion, la relation s'inverse, elle va du plus vulnérable vers le plus puissant du simple être humain, vers Dieu. Et on est en droit de se demander, au fond, que peut prétendre apporter un être humain au Dieu qu'il vénère. Voilà en quoi je voyais un paradoxe dans ce renversement, un même mot pour désigner deux relations qui vont pourtant dans des directions très différentes. Je ne sais pas si c'est plus clair ainsi. Tout à fait, merci David. Alors, il y a Peter qui pose de nouveau une question. Pour résumer très grossièrement, l'entraînement physique prépare le corps et l'entraînement philosophique et psychologique prépare l'esprit à prendre les coups sans défaillir. Ce serait la première étape, effectivement, la première manière de le penser. Mais la situation ne s'en tient pas à ce stade-là, puisque assez rapidement, on se rend compte qu'un tel dualisme qui voudrait qu'un être humain, c'est un corps et un esprit, et donc il y a une médecine pour le corps et la philosophie pour l'esprit, cette manière de répartir les choses, elle cède parce qu'on se rend bien compte qu'il y a interaction et interaction dans les deux sens. Quand l'esprit va mal, le corps peut en pâtir. C'est les crises d'eczéma dont je parlais à propos de Camille. Et inversement, lorsque le corps va mal, lorsque le corps souffre, l'esprit ne peut pas sereinement poursuivre sa route. De ce point de vue-là, c'est Descartes qui explique que la première condition de la philosophie, c'est la santé. Et que s'il veut œuvrer, lui, par ses recherches en physique, par ses recherches en médecine, à rendre la santé aux gens, c'est aussi parce que de toute façon, quand on n'est pas en bonne santé, quand on est harcelé par la douleur, on ne peut pas philosopher sereinement, il ne faut pas se faire d'illusions. Et donc, fort de cette interaction entre le corps et l'esprit, qui certes sont distincts, mais qui n'est pas possible d'isoler l'un de l'autre, on se rend compte que très rapidement, on en vient à tenir compte de ces interactions pour pouvoir non pas agir sur l'un par certaines voies et sur l'autre par des voies radicalement différentes, mais utiliser les uns pour aller toucher les autres. Le cas le plus flagrant peut-être, ce serait celui des philosophes cyniques, et notamment de Diogène. On raconte que Diogène, voulant s'endurcir et endurcir son âme pour être le plus rapidement capable de devenir vertueux, puisque la philosophie cynique était présentée comme la voie raccourcie vers la vertu, quand les autres philosophies étaient des voies longues vers cette vertu. Le philosophe cynique doit exercer de manière très athlétique son esprit à la vertu, et pour cela, il peut passer par des moyens qui sont proprement philosophiques et qui s'adressent directement à l'esprit, mais il peut aussi en passer par le corps. Et Diogène inflige à son corps un entraînement presque athlétique, là encore, dont le but n'est pas l'amélioration des performances physiques, mais bien l'accès par une voie physique à des performances qui seraient psychologiques. Par exemple, lorsque l'hiver est au plus fort et qu'il se met à neiger sur Athènes, ne doit pas arriver non plus extrêmement souvent d'ailleurs, Diogène va s'efforcer de serrer dans ses bras des statues de pierre qui sont totalement glacées.
Et ainsi, c'est pas simplement la résistance de son corps au froid qu'il exerce, mais c'est la capacité de son esprit à avoir le courage de surmonter la crainte de cet effet sans doute terrible que on va ressentir en serrant ses statues. Et donc, le corps devient un intermédiaire pour accéder à la vertu de l'esprit. Et de la même manière, le renforcement de l'esprit peut avoir des vertus pour le corps. Comment, par exemple, faire en sorte de rester en bonne santé et avec un régime suffisamment sain si jamais on n'a pas une volonté qui peut nous permettre de maintenir ce régime. Je pense que toutes les personnes qui ont déjà planifié un régime, au sens alimentaire du terme, ou un arrêt de la cigarette, savent que le bien-être du corps va passer d'abord par la capacité de l'esprit à être suffisamment ferme dans ses résolutions, pour le dire cette fois-ci en des termes qui sont plutôt ceux de Descartes d'ailleurs que ceux de la philosophie cynique par exemple. Donc il ne faut pas trop les séparer, on les sépare le temps de voir un petit peu la situation, d'examiner la carte, et puis après on voit comment on peut les connecter l'un à l'autre et jouer l'un pour atteindre l'autre. Alors, du coup, moi, ça me conduit à te poser une autre question. Je me demandais si le texte de Platon que tu as cité, là, très beau, sur le corps comme tombeau de l'âme, ne renvoyait pas à une espèce de prescience de la part de Platon de la psychanalyse, en tout cas de cette idée qu'on trouve chez Socrate, hein, qui est que nous ignorons à un point que nous ignorons, ou pour le dire encore autrement, que la chose la plus sûre à propos de notre âme, c'est que nous ne la connaissons pas. Ce que je relie avec ce que tu disais, hein, du fait que si notre âme est enfermée dans le corps, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé auparavant et que nous devons chercher à comprendre. Et du coup, voilà, c'était pour revenir, hein, et peut-être boucler par rapport à ce que j'avais dit en introduction. Est-ce qu'il n'y a pas ici un lien très très fort entre cette approche socratique de la philosophie comme une démarche qui part de cet étonnement par rapport à l'ignorance que l'on a vis-à-vis de soi, et donc on part de Socrate et puis on arrive à la psychanalyse en fait plusieurs siècles plus tard, qui reprend cette tâche et qui reprend cette intuition qu'on perd parfois en philosophie contemporaine, qui est une intuition presque sceptique, hein, incapacité à connaître avec certitude la première chose qu'on devrait connaître le mieux, à savoir soi-même. Dans le texte du Cratyle auquel tu te réfères, qui analyse cette formule du soma-sema, le corps soma, on trouve dans la formule de somatiser par exemple, somatique ou psychosomatique. Soma, le corps est un tombeau, sema pour l'âme. Il y a trois interprétations qui se succèdent au sein de ces quelques lignes. La première, c'est l'idée un peu courte, on l'a vu, du corps comme tombeau, du corps qui est nocif à l'âme. Et la deuxième, c'est celle qui est empruntée à la tradition orphique et qui est peut-être la moins fidèle à l'expression, mais qui correspond à ce que tu évoques ici. Je pense que on pourrait la tirer en ce sens-là. Soma, sema. Sema, c'est aussi le signe. C'est pas un tombeau, c'est aussi un signe. Là, ce qu'on retrouve par exemple dans le terme sémaphore, c'est ce qui manifeste, ce qui signale ou signifie. Et effectivement, on peut interpréter cette partie-là du texte de Platon comme étant l'idée que nous n'avons pas de transparence à nous-mêmes. Notre âme ne se regarde pas directement comme dans un miroir. Elle doit passer par l'intermédiaire de quelque chose. Je pense que c'est d'ailleurs quelque chose qui mériterait d'être creusé dans tous ces sujets autour de la connaissance de soi, puisqu'on ne se connaît jamais directement, de la même manière qu'on ne peut pas se voir soi-même directement. La question, c'est qu'est-ce qu'on prend comme miroir, qu'est-ce qu'on prend comme objet réflexif, qu'est-ce qui nous renvoie l'image la plus juste de nous-mêmes. Et l'idée que notre corps et les manifestations du corps
sont ce qui nous permet d'avoir des indices sur ce qui se passe en nous. C'est quelque chose qui effectivement est assez précieux et bien vu de la part de Platon. Mon âme ne se connaîtra jamais elle-même, et dans ces conditions, il faut qu'elle aille chercher par d'autres intermédiaires, et il faut qu'elle devine, un peu comme on chercherait à comprendre une forme qui se cacherait derrière un voile, et puis à travers le voile, on essaierait de deviner. D'ailleurs, c'est quelque chose de très flagrant chez Platon, en fait. Si on veut vraiment aller au bout de l'affaire, il faut quand même dire quelque chose, c'est que pour Platon, il y a même radicalement une impossibilité de la connaissance de l'âme par elle-même, en tout cas pas dans le courant de la vie. Parce que tant que nous sommes en vie, cette âme se trouve rattachée à un corps, et cet attachement au corps est quelque chose qui a un effet sur l'âme. Donc, on ne peut pas connaître l'âme pour elle-même. À chaque fois que nous nous efforcerons de la connaître, ce que nous connaîtrons, c'est notre âme en tant qu'elle est présentement associée à un corps. Et donc, la connaissance de l'âme par elle-même, dans le cours de la vie, est forcément vouée à l'échec, et ça explique le Phédon et l'idée qu'on a dans le Phédon que Socrate est impatient parce qu'enfin, ça va être la déliaison de son corps et de son âme. Son âme va pouvoir suivre son chemin seul, il va pouvoir faire ses preuves par lui-même et montrer qu'il a appris à se connaître suffisamment durant toute son existence de philosophe. Donc il y a effectivement une réflexion très profonde chez Platon sur la connaissance de soi-même par soi, sur la connaissance de l'âme, et de nombreux obstacles sont pointés par Platon, notamment le fait qu'on ne se doute pas nécessairement du point auquel on est obscur à soi-même. Alors, que ça anticipe la venue de la psychanalyse, pourquoi pas. Je garderai quand même une réserve, un point qui me paraît fondamental, c'est que la psychanalyse va quand même arriver avec un apport qui est indéniable, c'est l'idée que l'inconscient, c'est pas simplement un état, c'est pas simplement un point aveugle de la conscience qui ne peut pas savoir quelque chose à propos d'elle-même. L'inconscient, chez Freud, puis dans la tradition psychanalytique, c'est une faculté, c'est une partie de notre esprit. C'est quelque chose qui existe en tant que tel et qui produit des effets. C'est pas simplement le résultat des angles morts de la conscience. Cette manière de donner à l'inconscient une dignité, de le substantiver, d'en faire une faculté psychique à part entière, et même une faculté psychique qui, presque la seule parmi toutes, est capable de résister à ce côté extrêmement inquisitorial de la conscience. Ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas, à ma connaissance, avant Platon. Avant Freud, pardon. Les philosophes, en tout cas ceux que je connais, parlent plutôt d'inconscience et de ce qui se loge dans les plis inaperçus de la conscience, mais pas d'inconscient au sens où il y aurait dans notre esprit, à côté de l'imagination, à côté de la raison, à côté de la mémoire, à côté du désir, une faculté qui produirait des contenus psychiques bien particuliers, et pas simplement le fait de ne pas se rendre compte qu'en nous, il y a ceci ou cela. Voilà, je pense que la lignée que tu évoquais, qui part de Platon et qui arrive à Freud, elle trouve ses limites ici. Freud apporte quand même quelque chose de différent qui relève de cet ordre-là. Oui, merci beaucoup. Moi, tu as complètement raison. Je pensais plus en fait à ce qui fait le cœur des trois séries, puisqu'il y a une série originale et deux adaptations, c'est le dialogue en fait. Et ce tour de force qui consiste à nous tenir en haleine, alors qu'en réalité, tout ce qu'on voit, c'est à peu près seulement deux individus qui discutent. Donc je pensais à ça dans le lien entre la philosophie et la psychanalyse plus tard, mais tu as complètement raison sur
la différence très forte entre le contexte freudien et le contexte platonicien. Bon, là, j'espère qu'on n'a pas fait fuir tout le monde avec notre échange sur l'histoire de la philosophie. Bon, eh ben, merci beaucoup à toi, David, encore pour merci, oui. l'intervention. Et puis, de rien, c'était un plaisir, comme d'hab. Pour la suite des Saïol Philo, on attendra la rentrée maintenant. Voilà, on va avec Aurélie qui a suivi la séance tout de même. Oui, salut Aurélie. On va attendre de voir ce qui se prépare, en espérant que on pourra revenir un jour en présentiel. On l'espère, oui. Oui. Bon, ben, bonne soirée. Oui, merci. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Allez, je coupe. Pas d'objection. Pas d'objection. C'est parti.